Queen, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve encore pour cette nouvelle capsule avec une Queen extraordinaire, pétrie de talent. Queen Ngoron, bienvenue. Merci. Vous êtes la plus jeune femme docteur en pharmacie, il faut le préciser, Oui, à 22 ans. 23. À 23. 23, oui, nous sommes en 2021 bien sûr. Et vous êtes fille unique de Oui. vos parents. Oui. Comment vous vivez? Est-ce que vous le considérez comme un avantage d'avoir votre petite maman à vous seul, vous accaparer, ou est-ce que vous vivez des moments de solitude en tant que fille unique, bien sûr? Oui, en tant qu'enfant unique, il y a forcément des moments de solitude. Après, j'étais très proche de mes parents, surtout de mon père. Vous l'êtes toujours? Oui, mais bon, comme il n'est plus là. D'accord. Et concernant le fait d'être fille unique, les gens ont tendance à penser qu'on est chouchouté et tout. Moi, personnellement, ça n'a pas été mon cas. Parce que ma mère disait toujours, elle est seule, donc elle n'a pas le droit de déraper, en fait. Donc c'était vraiment strict, c'était vraiment la pression. Oui. Donc c'était un peu ça mon quotidien. Vous passez une petite partie de votre enfance dans un petit village, Kotobi. Comment on se met en musique, la transition de ce petit village à une vie beaucoup meilleure, on va dire, une vie citadine, où vous allez au collège, vous vous retrouvez à côtoyer des filles de ministres, des filles à papa, comme on le dit? Déjà, j'ai fait la première partie de mon cursus secondaire, c'est-à-dire de la 6e à la 3e, dans une petite ville à côté de Kotobi. C'est après mon BEPC que j'ai été orientée à Yamoussoukro, au lycée Momi Adjoa. Donc de là à Yamoussoukro, c'est par le biais de la réussite à mon examen, à mon BEPC, j'ai eu des moyennes assez bonnes. Voilà, vu que c'est un établissement d'excellence. Donc il fallait avoir des moyennes assez élevées pour pouvoir être orientée là-bas. Donc quand je vais là-bas, c'est vraiment un dépaysement parce que c'est une nouvelle ville. Mes parents ne sont pas là et j'ai pas d'amis. Et également, c'est une nouvelle école, c'est un nouveau système scolaire parce que c'est un établissement d'excellence. C'est pas la même façon de donner les cours, c'est pas la même pédagogie en fait. C'est vraiment différent. Donc c'était vraiment un dépaysement. Au début, j'ai eu un peu de mal à me retrouver, mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Concernant le fait que là, je commence à côtoyer des personnes de classes sociales différentes par rapport à moi. Je ne l'ai pas vraiment pris comme un handicap. Non, pas du tout. J'ai jamais été frustrée ou, je sais pas, vexée ou complexée. C'est-à-dire parce que vous connaissez votre identité? Donc, où vous savez où vous allez, vous êtes beaucoup confiante? Clairement, c'est un peu ça mon idéologie en fait. Moi, je me dis que tout est une question de temps. Voilà, donc si j'ai un objectif en tête, même si ça va me prendre, je sais pas, 10 ans, 15 ans, je sais que je vais l'atteindre. Donc je ne me laisse pas distraire par tout ce qu'il y a à côté de moi. Parce que c'est des choses que je pourrais avoir. Sauf que là, maintenant, je ne l'ai pas, mais je les aurai. Donc bon, c'est pas un problème pour moi. Donc c'est un peu ça. Pour avoir un tel parcours, pour une jeune femme comme vous, certainement, vous avez dû rencontrer des obstacles, des difficultés. Parlez-nous des difficultés que vous rencontrez dans votre parcours. Déjà, vous avez 23 ans cette année, nous sommes bien en 2021. Mais est-ce que c'était si facile pour une jeune femme de 22 ans? Non, du tout. C'était pas... Comme tout le monde, j'ai connu des galères en dehors même du fait. Justement, parlez-nous de ces galères. Parce que le but de cette émission, c'est d'emmener les jeunes femmes à comprendre qu'il peut y avoir des bavures, il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir des difficultés, mais il n'est pas impossible non plus d'atteindre son but. Bien sûr, quand on reste focalisé sur ses objectifs. Oui. Alors, déjà, bon, je vais laisser la partie du lycée. Je vais commencer déjà par le bac. Sinon, ça n'a pas toujours été facile, même déjà au collège et tout. Mais là, je vais laisser pour ne pas être trop longue. Mais à partir de mon bac, j'arrive à Abidjan, qui est une grande ville. Je suis chez un tuteur. Donc, je suis à Nono. La première année, c'est à l'université d'Anguiar-Bourgois, à Bourgois-Djamé. Donc, je quitte à Nono. C'est-à-dire que je quitte la nuit, je reviens la nuit. C'est-à-dire que quand je sors, il ne fait pas encore jour parce que là-bas, on est plus de 4000 étudiants. Et à la fin, on prend 400, donc c'est 10%. Donc là, c'est un concours, tu dois vraiment bosser. Vous êtes nombreux.
Si tu arrives en amphi autour de 6h30, pendant que le cours se tient à 8h, tu n'as pas de place assise parce que... À 6h déjà. À 6h30, tu n'as pas de place assise. Donc tu es obligé de quitter chez toi, mais vraiment très tôt. Il y a l'insécurité dans la ville d'Abidjan. On va à Bobo, on connaît tous à peu près la commune. Et tout. Donc déjà là, c'était vraiment compliqué. Après, tu arrives, il fait nuit. Tu dois bosser parce que c'est un concours, comme j'ai dit. Et puis, c'est un concours qui est très sélectif. Donc, tu ne peux pas bosser pour être moyen. Tu dois faire partie des meilleurs, c'est-à-dire... L'élite. Justement, oui. Puisque c'est 10%, tu ne bosses pas comme si tu dois avoir la moyenne de classe pour juste avancer. Parce que si on doit prendre 400 et qu'il y a 500 personnes qui ont eu... Voilà, en fait. Du coup, c'était vraiment compliqué. Et niveau financier aussi, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué parce que... Comme j'ai dit, mon père, enfin mes parents même ne sont pas riches en fait. Donc j'étais obligée de prendre le bus. C'était compliqué, hein, voilà. Les bus sont pas réguliers, tu arrives, tu es en état, tu n'as pas de place assise et tout. C'était vraiment compliqué. Du coup, à un moment, j'ai dû aller rester sur la fac, enfin, à l'université pour dormir sur place pour pouvoir bosser parce que déjà c'était une perte de temps. Trop de temps que je perdais à chaque fois. Aller, revenir et tout. Là, on est en famille, c'est une grande famille, il y a des enfants, il y a des tâches ménagères et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qui m'empêchent d'optimiser. Beaucoup de facteurs, oui. Voilà, qui m'empêchent d'optimiser ma bosse. Donc, je suis obligée d'aller là-bas. Donc, je vais là-bas dans des conditions pas très bien parce que là-bas, il n'y a pas de cité universitaire. Donc, on dort sur les tables bancs. C'est-à-dire que où tu t'assois pour bosser, quand tu as sommeil, tu dors là en fait. Donc c'est un peu ça. Et en fait, toute l'année, sans faire d'évaluation, sans faire de TD, sans faire de travaux pratiques. Et là, à la fin de l'année, on vous donne 1 mois pour vous préparer. Et puis vous partez composer le concours. C'est-à-dire que vous faites près de 9 mois de cours sans rien, sans aucune évaluation. Vous ne savez même pas à quel niveau vous êtes dans la bosse. Vous n'arrivez pas. Tout azimut. Voilà. Et puis vous partez comme ça au concours. Donc, mais malgré ça, on est dans les instituts, on bosse quand même. On essaie de faire des exercices en groupe et tout. Donc, à 1 mois et demi, 2 mois de la compo, je perds mon père. Wow. Donc, là, c'était vraiment un choc parce que, comme j'ai dit, je suis proche de mes parents, mais j'étais beaucoup plus proche de mon père. Mais la petite fille à son papa, oui. Clairement. Et en Afrique, quand une famille perd son père, c'est vraiment compliqué pour la veuve et l'orpheline. C'est vraiment compliqué. Surtout que de mes 2 parents, c'est mon père qui travaillait. Donc, niveau financier, c'était compliqué. Niveau moral, c'était compliqué. Moi, pour pouvoir bosser, je dois me retirer, je dois rester seule, bosser pour ne pas être distraite. Mais là, dans cette période-là, il faut que les gens soient à côté de moi parce que quand je reste seule, je commence à pleurer. Il y a ma mère qui m'appelle, elle me raconte tout ce qui se passe au village, toutes les persécutions qu'elle subit. Elle pleure. Du coup, je finis aussi en pleurant. Donc, c'était vraiment compliqué, sachant que la compo n'était pas loin. Une période assez sombre, oui. Voilà. Mais à un moment, bon, j'ai dû prendre sur moi, j'ai dû... Mais à ce moment précis, dans cette traversée, dans cette période sombre, qu'est-ce qui vous donnait la force? D'où vous tiriez ce courage, cette abnégation de poursuivre, de continuer, de ne pas renoncer? Parce que beaucoup de jeunes filles auraient renoncé à votre place. Non, c'est la volonté de pouvoir changer de situation plus tard. Parce que ça ne sert à rien de rester là, de baisser les bras et puis de rester dans la misère. En fait. Voilà, c'est vrai, mais quand on perd un parent, ça fait mal, mais je ne suis pas la seule qui a perdu son père. Je suis pas la seule il y a des gens qui ont perdu beaucoup plus que ça, mais qui sont là, qui se battent. Et puis aussi, bon, il faut dire que je suis très chrétienne, donc... Croyante. Voilà, je suis très croyante. Du coup, voilà, lorsqu'on est dans la religion, on nous apprend à ne pas être paresseux, on nous apprend à ne pas s'adonner à la facilité. Il y a des épreuves. Voilà. Il y a des épreuves qui arrivent, mais ça arrive à tout le monde. Et quel que soit le stade où tu seras, il y aura toujours des épreuves. Donc, bon, j'ai essayé de relativiser et puis de continuer à bosser pour pouvoir, pourquoi pas demain, offrir une voiture de luxe à maman. Bien sûr. Vous le disiez tantôt que vos parents n'étaient pas nantis et la condition modeste de vos parents. Dites-moi au cœur ouvert, qu'une Goron, si vos parents ou votre père était nanti, si les conditions étaient réunies, petite fille à papa, vous arrivez à l'école, au chauffeur et tout ça, auriez-vous cette haine
ce désir brûlant d'atteindre vos objectifs là où vous êtes aujourd'hui? Je pense que oui. Bon, c'est facile de le dire hein, parce que oui, et oui. Je ne suis pas dans la situation. Je ne peux pas vraiment prédire avec certitude l'attitude que j'aurais eue. Mais je pense que oui quand même. Parce que il y a la richesse de nos parents, mais nous-mêmes, en tant que personne, qu'est-ce qu'on a accompli? Parce que comme j'ai dit, en Afrique, quand un parent s'en va, les problèmes commencent. Donc si tu comptes que sur tes parents, après tu risques de te retrouver avec rien. Donc je pense que j'aurais eu quand même cette idée-là en tête et puis vouloir quand même pouvoir réaliser ce que je veux moi-même en fait. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus facile si mes parents avaient beaucoup d'argent, me déplacer par là à l'école, ça aurait été plus facile. Peut-être j'aurais eu les meilleurs livres, peut-être les meilleurs ordinateurs, pouvoir faire des recherches. Peut-être que j'aurais eu des résultats beaucoup plus excellents que ça. Mais quand même, je pense que j'aurais eu la volonté de briller. Avec beaucoup de succès. Vous restez humble, non? Oui, enfin, j'ai pas vraiment... Vous pensez que c'est une grâce de Dieu ou oui, c'est un mérite d'être là où vous êtes? Parce que vous n'êtes plus, non, même si vous n'êtes pas... Je sais que vous avez plein de rêves la tête pour une jeune femme comme vous. Vous avez du coffre, vous avez beaucoup d'expérience de la vie, partie de là où vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes à ce stade de votre vie. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme conseil, donner comme conseil à toutes ces jeunes femmes qui ont encore du mal à sortir des dictats de la société, qui s'imaginent que peut-être il y aura un prince charmant qui va les sortir de leurs conditions précaires, de toutes les réalités, les phénomènes auxquels les filles se confrontent, se heurtent quotidiennement? Ce que je peux dire, déjà, en tant que femme, il faut sortir des différents stéréotypes sexistes de la société. Il n'y a pas de différence entre un homme et puis une femme, à part les organes de reproduction. Il n'y a pas vraiment de différence. Quand on a les mêmes facultés de réflexion, on est pareil en fait. Voilà, donc il ne faut pas se dire je suis une femme, donc je suis appelée à rester une femme au foyer. Tout c'est vrai, c'est normal hein, pour une femme de se marier, de fonder une famille. Mais c'est important pour une femme de se réaliser. Déjà psychologiquement, tu es plus confortée en fait quand tu sais que même s'il n'y a personne derrière toi, tu n'es pas rien en fait, tu arrives à... Donc il faut vraiment sortir de cette mentalité-là, de dire que on est une femme, donc il y a un blocage, il n'y a aucun blocage. La preuve en est que le plus jeune pharmacien du Côte d'Ivoire, c'est une femme. Ça aurait pu être un homme, mais c'est une femme, donc c'est possible. Voilà. Donc c'est possible. Et puis, un bien mal acquis ne nous profite jamais. Ça ne sert à rien de... Peut-être aujourd'hui, oui, tu peux avoir des propositions, mais demain, qu'est-ce que tu en auras fait? Qu'est-ce que tu auras fait même de ta jeunesse, de ta vie? En tant que personne, même en dehors même d'une femme, en tant que personne, tu es restée là à, je sais pas moi, à être paresseuse. À stagner. À stagner, à compter sur les gens. Ces gens-là, ils sont là aujourd'hui, mais ils ne seront pas là demain. C'est clair. Donc, faut vraiment avoir en tête qu'on ne peut que se réaliser soi-même. Et ne pas attendre quelqu'un, ne pas attendre un homme. Et puis, comme j'ai dit, là, le fait d'être une femme, là, c'est pas un handicap. C'est possible pour tout le monde. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas encore réussi. Ah oui, par rapport vous le pensez? Non, j'ai pas encore réussi. Par rapport à tous mes projets, tout ce que j'ai en tête, là même, je suis un peu stressée parce que... Vous êtes juste au début, là? Ouais, clairement. Wow. Donc, quand je vois ce qui m'attend, j'ai encore rien fait, en fait. Mais quand même, je suis pas là où j'étais. Il y a peut-être 5 ans ou bien il y a 10 ans. Donc, bon, c'est vrai que j'ai travaillé. C'est vrai qu'il y a aussi la grâce de Dieu. Mais c'est pas extraordinaire. Votre histoire me rappelle l'histoire de la reine Esther. C'est pas extraordinaire. Je suis pas la fille la plus brillante. Je pense pas. Je pense pas que je suis la fille la plus brillante. À l'école, je suis pas la fille la plus bosseuse. Peut-être que Dieu m'a fait la grâce d'avoir une capacité de rétention rapide et plus facile. Mais si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. C'est pas sorcier, c'est normal en fait. Il suffit juste de travailler et ça va venir normalement. Il y a une personne qui a dit qu'il a remarqué que plus il travaille, plus la chance lui sourit.
En fait, c'est pas la chance, c'est le résultat C'est du le résultat travail. des efforts. Donc, c'est possible, à moins que vous travaillez, à moins que vous fixiez des objectifs et puis vous travaillez en fonction de vos objectifs. Voilà. Après, il ne s'agit pas de travailler dans le vide. Il faut savoir où tu vas. Et si tu sais que, par exemple, demain, tu veux être ingénieur, par exemple, tu ne vas pas t'arrêter au lycée, tu vas avoir ton bac, tu vas rentrer dans une école d'ingénieur. Donc, il faut avoir des objectifs. Et puis, il faut t'orienter en fonction de tes objectifs. Tu travailles en fonction des critères de cet objectif-là, en fait. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. C'est pas sorcier, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel. Il ne faut pas qu'elle se dise que c'est extraordinaire. Que c'est impossible. Ça n'a rien d'impossible. Ça n'a rien d'impossible. C'est naturel, en fait. Donc, avoir ce parcours atypique que vous avez, j'ose imaginer qu'il y ait des femmes qui vous insufflent cette résilience, non? Cette combativité. Oui, mon modèle principal, c'est... De Queen. Ok. C'est l'ex-première dame des États-Unis, Madame Michelle Obama. C'est vraiment un modèle parfait pour moi de réussite. De réussite, quoi. C'est vraiment une femme accomplie dans tous les sens du terme. Donc, c'est vraiment quelqu'un à qui je veux ressembler demain. Mais à part ça, il y a d'autres femmes, il y a d'autres personnes. Des femmes africaines, des femmes ivoiriennes. Connaissez-vous l'histoire de Marie Corée? C'est une héroïne. D'accord. C'est une femme forte. Je vous encourage très, très, très vivement de vous imprégner de son histoire. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, de toutes les queens ivoiriennes, des femmes qui ont accompli des choses extraordinaires. Pour votre mot de fin, vous êtes aujourd'hui une figure inspirante. Une femme inspirante et inspirée, droit dans ses bottes, docteur à 23 ans. Quel est votre mot de fin? Je suis heureuse parce que ma fille pourra regarder le petit écran et avoir une jeune femme belle, smart comme vous. Merci. Et pourra dire, ah, j'ai envie maman d'être comme elle. Alors, mon mot de fin, ce que je peux dire, déjà, je suis très reconnaissante d'avoir été votre invitée, d'avoir pu partager mon expérience. C'est nous qui sommes honorés. Vous imaginez pas les queens, hein, la température de cette salle. En fait, ne vous arrêtez pas sur cette citation. C'est le bonheur, c'est le résultat d'un bonheur d'être assise à côté de la plus jeune femme docteur en pharmacie de Côte d'Ivoire à 23 ans. Donc, c'est nous qui sommes honorés. Merci beaucoup, docteur Ngoran. Merci à vous aussi. Et voilà. Merci à vous, les queens. Restez connectés pour des histoires aussi pétillantes, des témoignages à vous couper le souffle et à booster votre foi dans la combativité et dans un esprit de guerrier et d'Amazon. À très bientôt.